Il y a 3 jours, Parker Schnabel a découvert au Klondike quelque chose qui a complètement paralysé son exploitation. Ce n'était pas de l'or qui scintillait dans la battée, ni une nouvelle panne mécanique causée par des conditions météorologiques difficiles. Ce qui a surgi du sol gelé était bien plus inattendu, bien plus intime. C'était le genre de découverte qui transperce des années de dureté et de discipline, le genre de découverte qui atteint directement la poitrine et refuse de la lâcher. Pour la première fois en 15 saisons, le plus jeune titan de l'exploitation minière du Yukon s'est effondré devant la caméra incapable de se ressaisir. November 23, Serd, 2024. Dominion Creek est enfermé dans un hiver profond. La température a plongé à moins 28 degrés. Fahrenheit, un froid si intense qu'arrêter les équipements même brièvement peut signifier une panne catastrophique. Le carburant diesel menace de se gélifier dans les moteurs. Les conduites hydrauliques se raidissent comme des tiges de fer. Chaque machine doit rester en vie, respirer, ronronner contre le froid, juste pour survivre à la nuit. Parker se tenait au bord de sa coupe, son souffle embrumant l'air, alors qu'il regardait son excavatrice mâcher lentement le pergélisol qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des milliers d'années. Il creusait plus profondément que jamais dans cette concession, poursuivant une couche utile signalée par un radar à pénétration de sol comme étant potentiellement la plus riche que Dominion Creek ait offerte en 5 ans. L'équipe tournait à plein régime. Les journées de 16 heures étaient devenues routinières. Tout le monde savait que l'hiver approchait et qu'une fois qu'il serait complètement arrivé, le sol deviendrait intouchable. Brennan Ruhol, le constremaître de Parker, s'était montré très réticent. Le risque n'en valait pas la peine, affirmait-il. À ces températures, un seul tuyau explosé ou une seule ligne fissurée pouvait tout arrêter définitivement. Mais Parker le sentait. Le même instinct que son grand-père John Schnabel lui avait inculqué il y a des années. Cette force tranquille et inexplicable qui lui disait que quelque chose d'important l'attendait juste sous la surface s'il avait le courage de continuer à avancer. C'est alors que cela s'est produit. Le godet de la pelleteuse a percé une couche tenace de gravier cimenté par la glace et est remonté chargé du mélange habituel, roches déchiquetées, boue gelée, sédiments sombres, remplis d'anciennes matières organiques. Rien d'inhabituel. La routine. Mais alors que l'opérateur faisait pivoter le godet vers la fosse, quelque chose a attiré la faible lumière hivernale. Quelque chose de métallique d'anguleux déronné. Parker l'a vu immédiatement. Il a crié à l'opérateur d'arrêter. Sa voix a craqué dans le froid alors qu'il courait vers la benne, ses bottes glissant sur le sol gelé. Là, logée dans le gravier, se trouvait une boîte en métal, environ 12 pouces, carrée, 8 pouces de profondeur. Rouillée, recouverte de sédiments, mais étonnamment intacte. Elle ne semblait pas à sa place, comme une pensée enterrée, là où elle n'avait pas lieu d'être. Le permafrost l'avait parfaitement préservée. Le congélateur de la nature l'avait scellée au fil du temps, la protégeant de la corrosion et de la pourriture, qui aurait détruit tout ce qui se trouvait plus près de la surface. Parker s'approcha prudemment, ses mains gantées se refermant sur la boîte. Elle était lourde, solide, le genre de poids qui suggérait qu'elle n'était pas vide, que ce qui se trouvait à l'intérieur avait survécu à des décennies sous terre. Il le porta jusqu'à l'atelier chauffé, tandis que l'équipage suivait en silence ce silence particulier qui s'installe lorsque l'exploitation minière de routine devient soudain quelque chose d'entièrement différent. Archéologique, personnel. Il n'était pas rare de trouver des artefacts au Klondike. Des défenses de mammouths, des outils anciens, des vestiges de la ruée vers l'or des années 1886. Tout cela remontait à la surface. Mais là, c'était différent. Parker ne pouvait pas encore l'expliquer, mais quelque chose à propos de cette boîte lui serrait la poitrine. Dans la chaleur de l'atelier, il a brossé les couches de sédiments et de cristaux de glace. Au fur et à mesure que la surface s'éclaircissait, des détails sont apparus qui ont fait battre son cœur. Le métal était de l'acier soudé à la main dans les coins. Pratique, solide, fabriqué par quelqu'un qui s'attendait à ce qu'il endure des conditions difficiles. Ensuite, Parker a vu le couvercle. 2 initiales et une date ont été gravées dans le métal à l'aide d'un outil tranchant. JS 1946, Ses mains commencent à trembler. John Schnabel, son grand-père. Parker connaissait l'histoire de son grand-père par cœur. John n'était pas venu en Alaska avant les années 1970. Avant cela, il avait été un homme d'affaires prospère dans l'Oregon. L'exploitation minière était venue plus tard dans sa vie. La mine Big Nugget
avait été construite bien après 1946, virgule. Aucun chapitre de l'histoire familiale ne plaçait le jeune John Schnabel dans le Yukon juste après la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, les initiales étaient indiscutables. Le lettrage correspondait exactement à l'écriture de son grand-père. La même légère inclinaison, les mêmes marques de pression que Parker avait vues sur des notes et des documents toute sa vie. Et la boîte elle-même ressemblait à quelque chose que John aurait fait fonctionnelle, durable, construite non pas pour la beauté, mais pour la protection. Avec des doigts prudents, Parker a actionné le loquet qui, malgré des décennies passées sous terre, s'ouvrait toujours. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée qui avait gardé l'humidité à distance pendant 78 ans, se trouvaient des lettres, des dizaines d'entre elles. Des photographies dont les images étaient encore nettes. Un petit journal relié en cuir dont les pages étaient datées d'avril à novembre de 1946, virgule. Sous tout cela se trouvait une montre à gousset lourde et usée gravée d'initiales qui n'était pas celle de John. Et MR. Parker souleva l'une des lettres dont le papier était cassant malgré sa conservation et commença à lire. La toute première ligne l'ébranla. « Chère Eleanor, je sais que tu ne le liras jamais, mais je t'écris quand même parce que je ne sais pas comment survivre autrement à ce qui s'est passé. » Sa gorge se serre. « Je suis venu au Yukon pour t'oublier, pour disparaître dans une sorte de pays dur qui ne laisse pas de temps pour le chagrin. Mais le silence qui règne ici ne fait que rendre ton absence plus forte. » L'homme qu'il connaissait, le mineur inébranlable, celui qui a porté l'héritage de son grand-père plus loin que quiconque ne l'aurait imaginé, se tenait figé, tenant des lettres écrites par une version de John Schnabel qu'il n'avait jamais connue. Un jeune homme, un homme en deuil, un homme qui se cache dans le Klondike dans 1946, en essayant d'échapper au chagrin d'amour. À ce moment-là, Parker a réalisé quelque chose de profond et de troublant. Tout ce qu'il pensait avoir compris sur son grand-père, sur ses origines, était incomplet. Il renvoya l'équipe au travail et passa le reste de la journée seul dans l'atelier, à lire, à reconstituer une histoire qui expliquait tant de choses et qui pourtant changeait tout. John Schnabel s'était fiancé dans 1945 à une femme nommée Eleanor Mary Richardson, EMR, gravée sur la montre à gousset. Les premières lettres étaient pleines d'espoir, écrites par un jeune homme convaincu que son avenir était tout tracé. Il parlait de mariage, de création d'entreprise, de la maison qu'il voulait acheter, de la famille qu'il rêvait d'élever dans un monde enfin débarrassé de la guerre. John a servi dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a survécu à des campagnes qui ont tué des milliers de personnes et est rentré chez lui en pensant que sa survie signifiait qu'il avait gagné une vie paisible. Mais au printemps de 1946, cette croyance s'est effondrée. Les entrées du journal d'avril étaient fragmentées, brutes, et tournaient autour d'une seule vérité insupportable. Eleanor est morte. Les détails étaient rares, le chagrin trop vif pour être expliqué. Parker a seulement compris que cela avait été soudain, que la maladie l'avait emporté rapidement, et que John avait été impuissant à l'arrêter. Une inscription datée du 19 avril se lit simplement « Je l'ai enterrée aujourd'hui. Je ne sais pas comment exister dans un monde où elle n'existe pas. » John décide alors de laisser derrière lui tout ce qui lui est familier. L'Oregon, ses projets, les rues qui résonnent de son souvenir. Il court vers le nord, non pas pour trouver de l'or, mais pour trouver le silence, l'isolement, un endroit assez dur pour endormir la douleur. Seul dans l'atelier, Parker comprend que l'homme qui l'a élevé, qui lui a enseigné l'exploitation minière, la discipline et la persévérance, a été forgé dans la perte bien avant que la mine Big Nugget n'existe. Et pour la première fois, Parker ne se contente pas de porter l'héritage de son grand-père. Il portait son chagrin. Il avait entendu parler du Yukon par d'autres vétérans des histoires à propos d'une frontière si éloignée et exigeante qu'elle ne laissait aucune énergie pour le chagrin, où un homme pouvait travailler jusqu'à l'épuisement et peut-être trouver une raison de continuer à vivre. En mai de 1946, John avait chargé des fournitures de base dans un camion et s'était dirigé vers le nord, traversant le Canada et se rendant finalement à Dawson City. Parker s'est surpris à pleurer en lisant des larmes qu'il n'avait pas versées depuis la mort de son grand-père en 2016, comprenant pour la première fois la profondeur de la perte qui avait façonné le caractère de John. Le grand-père que Parker avait connu était dur, exigeant, impossible à impressionner, poussant toujours Parker à travailler plus dur, à creuser plus profondément et à ne jamais accepter d'être assez bon. Parker avait parfois ressenti cette dureté, s'était demandé pourquoi John ne pouvait pas exprimer son approbation plus facilement. Mais en lisant ces lettres d'un homme brisé de 24 ans,
Parker a compris que son grand-père s'était reconstruit à partir d'une dévastation absolue, avait appris à protéger son cœur en ne l'ouvrant plus jamais complètement. Le journal 1946 documente les premiers mois de John dans le Yukon, travaillant sur des concessions de placés pour d'autres mineurs, apprenant le travail physique brutal qui consiste à déplacer du gravier et à actionner des sluices qui transforment le sol en béton, les grizzlies et les moustiques et l'isolement si complet que les jours passent sans conversation humaine. Mais lentement, entrée par entrée, le journal montre que John commence à guérir. Il n'oublie pas Eleanor, il écrit constamment à son sujet, mais il apprend à porter le chagrin plutôt que de se laisser écraser par lui. Il a écrit sur la satisfaction que procure le dur labeur, sur la simplicité honnête de l'exploitation minière, où l'effort se traduit directement en or, où la valeur d'un homme est mesurée par ce qu'il peut tirer du sol, plutôt que par son statut social ou ses relations. En août, John a écrit sur le fait de se sentir à nouveau vivant sur la redécouverte d'un but même au milieu d'un chagrin d'amour. En septembre, John a écrit sur la rencontre d'autres mineurs, sur la formation d'amitiés forgées dans les difficultés partagées, et sur le fait de commencer à imaginer un avenir qui pourrait inclure quelque chose de plus que la simple survie. À la fin du mois d'octobre, il a écrit une note que Parker a lue 3 fois, essayant d'en assimiler la signification. J'ai décidé de quitter le Yukon, non pas parce que je ne pouvais pas m'en sortir ici, mais parce que je pense que je le peux enfin. Cet endroit m'a sauvé, m'a donné l'espace nécessaire pour faire mon deuil et me reconstruire, mais je n'appartiens pas à la nature sauvage, j'appartiens au monde. Et je pense que je suis enfin assez fort pour le réintégrer. Je prends la montre d'Eleanor et ses lettres et je les enterre dans la concession où je travaille. Un jour, peut-être dans des décennies, un autre mineur les trouvera, et il saura que quelqu'un est venu ici brisé et qu'il est reparti entier. Parker est resté longtemps assis sur cette inscription, comprenant que la boîte qu'il avait trouvée n'était ni perdue ni oubliée. John l'avait enterré délibérément, une capsule temporelle marquant sa transformation. Une preuve physique du voyage de la dévastation à la guérison. Et 78 ans plus tard, le petit-fils de John l'avait trouvé en creusant le même sol, créant un lien sur près de 8 décennies qui semblait presque mystique dans son timing. Mais il y avait un autre élément que Parker n'avait pas encore complètement assimilé. Si John a quitté le Yukon en 1946, que s'est-il passé pendant les décennies qui ont précédé son retour dans les années 66 ? Qui est-il devenu pendant ces années intermédiaires ? Et surtout, la grand-mère de Parker a-t-elle sa place dans une histoire qui était censée se terminer avec Eleanor, la femme des photographies ? Parmi les lettres et les notes de journal, Parker a trouvé une collection de photographies qui documentèrent le voyage de John en 1946. Il y avait des photos d'un grand-père beaucoup plus jeune que Parker n'avait jamais vu, un homme de 24 ans, qui avait l'air à la fois ancien et enfantin, vieilli par le chagrin et la guerre, mais qui possédait encore la vulnérabilité de la jeunesse. John sur différents sites miniers, debout à côté de bassins de décantation, avec les montagnes s'élevant derrière lui. John, avec d'autres mineurs tout sales et épuisés, et souriant dans la camaraderie des difficultés partagées. Mais les photographies qui ont retenu l'attention de Parker sont celles d'Eleanor. Il y en avait 5 d'elles soigneusement conservées dans leur emballage en toile cirée, montrant une belle jeune femme aux cheveux noirs et au sourire franc, qui rayonnait de chaleur même après 78 ans. Sur une photo, elle et John se tenaient ensemble, son bras autour de ses épaules, tous deux regardant l'appareil photo avec le bonheur confiant de ceux qui croient leur avenir assuré. Au dos, dans l'écriture de John Oregon. Décembre 1944, 2 mois avant mon départ. Je lui ai promis de revenir et de l'épouser. J'ai tenu la première promesse, je n'ai jamais pu tenir la seconde. Parker a fixé cette photo pendant un long moment, cette femme qui avait été effacée de l'histoire familiale dont Parker n'avait jamais soupçonné l'existence. Elle aurait dû être sa grand-mère, leurs enfants auraient dû être ses parents. Toute la lignée des Schnabel à laquelle appartenait Parker ne devrait pas exister, n'était possible que parce qu'Eleanor était morte et avait forcé John à se construire une autre vie. C'était une pensée troublante. L'idée que l'existence même de Parker dépendait d'une tragédie, que la mort d'Eleanor était une condition préalable à sa naissance, et cela lui faisait penser à sa véritable grand-mère, la femme que John avait fini par épouser après son retour du Yukon. Parker l'avait connue, l'avait aimée, l'avait observée avec John pendant des années. Il semblait
solide, à l'aise, sincèrement affectueux. Mais John lui avait-il jamais parlé d'Eleanor? Avait-elle su quel était le second choix, la femme vers laquelle John s'était tourné après que son premier amour lui ait été enlevé? Parker avait besoin de réponses que la boîte ne pouvait pas lui fournir. Il avait besoin de comprendre toute l'histoire, de savoir ce qui s'était passé pendant les décennies, entre le moment où John avait enterré ses lettres dans les années 1946 et le moment où John avait amené sa famille en Alaska dans les années 66. Le journal et les lettres se terminent par la décision de John de quitter le Yukon. Le chapitre suivant de l'histoire n'existe que dans les dossiers et les souvenirs que Parker devra fouiller avec autant de soin qu'il a fouillé l'or. Il commence par appeler sa mère une conversation difficile et émouvante qui s'avérera finalement révélatrice. Oui, confirme-t-elle, John a déjà été marié, très brièvement à la fin des années 1940, avec une femme qu'il avait connue avant la guerre. Le mariage avait duré moins d'1 an et s'était soldé par une annulation. Non, elle ne connaissait pas les détails. John n'en parlait jamais. Puis au début des années 1950, John avait rencontré Nancy, la grand-mère de Parker, et ils avaient construit la vie que Parker connaissait. Mais voici le détail crucial que la mère de Parker a partagé. Nancy était au courant de l'existence d'Eleanor. John lui avait parlé au début de leur relation, avait été honnête au sujet du chagrin qu'il avait porté et du temps qu'il avait passé au Yukon pour essayer de guérir. Nancy avait apparemment accepté cette histoire avec grâce, comprenant qu'elle n'était pas en compétition avec la mémoire d'Eleanor, mais qu'elle héritait plutôt d'un homme qui avait été façonné par la perte et qui avait appris à aimer à nouveau, malgré cela. Parker a absorbé cette information, sentant le récit changer à nouveau. Ce n'était pas une histoire où John cachait son passé ou trahissait la mémoire d'Eleanor en finissant par trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre. Il s'agissait de survivre à une perte dévastatrice, de guérir suffisamment pour risquer à nouveau l'amour, de construire une vie qui honore le chagrin, sans en être prisonnier. Mais Parker se sentait toujours obligé de voir les lieux que cette jeune version de son grand-père avait habités. Le journal mentionnait des endroits précis, des endroits où John avait travaillé une cabane où il avait passé l'hiver de 1946, Certains de ces lieux n'existent probablement plus, mais Parker est un mineur et un historien de la culture minière du Klondike. Si la cabane de John est encore debout, Parker peut la trouver. Parker suspend les opérations minières, une décision qui choque son équipe et qui aurait choqué son grand-père dans des circonstances normales. Parker avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'or, un contexte pour comprendre l'homme qui avait façonné toute sa vie, et il allait suivre cette piste, où qu'elle mène, même si cela signifiait perdre un temps précieux d'exploitation minière dans la brève fenêtre avant que l'hiver ne ferme tout. Le journal mentionnait que John avait travaillé sur une concession à Anchor Creek, un affluent de la rivière Klondike, à environ 15 miles au sud-est de Dawson City. En 1946, Anchor Creek avait été activement exploité avec des dizaines d'exploitations tirant de l'or de ses graviers. En 2024, la plupart de ces concessions avaient été abandonnées ou regroupées dans des exploitations plus importantes, mais Parker connaissait bien la région. Il avait exploré Anchor Creek lors de ses recherches de concessions potentielles et connaissait son histoire et sa géographie. Parker chargea son camion de provisions et partit seul suivant des chemins miniers accidentés qui se transformaient en sentiers au fur et à mesure qu'il s'éloignait des opérations principales. Le journal mentionnait des points de repère, une formation rocheuse particulière, un coude du ruisseau où l'eau était particulièrement claire, un peuplement d'épicéas qui avait d'une manière ou d'une autre survécu à l'exploitation minière, qui avait dépouillé la végétation de la majeure partie de la région. Parker s'orienta en fonction de ces descriptions, combinant les observations de John Vieille, de 78 ans, avec sa propre connaissance du terrain. 3 heures de recherche l'amènent à une section de Anchor Creek qui correspond aux descriptions du journal. Les rochers caractéristiques sont toujours là, usés par le temps, mais reconnaissables. Le ruisseau coule toujours de la même façon, bien que son cours exact ait légèrement changé au fil des décennies. Et dans le peuplement d'épicéas partiellement effondré, mais toujours debout, se trouve une petite cabane. Parker s'approcha prudemment, conscient que les vieilles structures du Yukon pouvaient être instables et dangereuses. Mais les rondins de la cabane étaient solides et le toit bien qu'affaissé avait gardé l'intérieur relativement sec. La porte pendait sur un gond, mais s'ouvrit lorsque Parker la poussa doucement. À l'intérieur se trouvait un espace d'environ 12 pieds par 14 pieds, avec un petit poêle à bois,
une couchette en bois brut, des étagères, faites de planches et une table avec une chaise. Tout était couvert par des décennies de poussière et de débris, mais l'essentiel était reconnaissable. C'est ici que John Schnabel avait vécu l'hiver de 1946, seul, avec son chagrin et sa détermination à survivre à ce chagrin. Parker se tenait au centre de la cabane, essayant d'imaginer son grand-père à 24 ans en train de faire chauffer des boîtes de conserve sur ce poêle, de dormir sur cette couchette, de s'asseoir à cette table pour écrire les lettres que Parker avait trouvées. L'isolement devait être écrasant pendant l'obscurité de l'hiver, lorsque le Yukon ne voit que quelques heures de crépuscule à midi et que la température tombe à 40 ou 50 degrés au-dessous de zéro. Mais John y avait survécu, plus que survécu, il s'en était servi pour se transformer. Sur l'étagère, Parker a trouvé quelque chose qui lui a coupé le souffle, une tasse en fer blanc rouillé mais intacte avec des initiales gravées sur le côté. G.S., la tasse de son grand-père laissée derrière lui lorsque John est parti à la fin du 1946, Parker l'a prise avec précaution, cet artefact qui le reliait physiquement à l'histoire cachée de son grand-père, et il a senti les larmes couler à nouveau. Il a passé le reste de la journée dans et autour de la cabane, photographiant tout, collectionnant les quelques artefacts restants, essayant d'absorber le poids émotionnel de l'endroit. À un moment donné, il s'est retrouvé assis, là où John avait dû s'asseoir, regardant par la petite fenêtre Hunker Creek couler les montagnes s'élevant au-delà, et il a compris quelque chose de profond sur l'homme qu'il avait élevé. John Schnabel avait appris quelque chose dans cette cabane, dans ce paysage brutal, qui a façonné tout ce qui concerne sa façon d'aborder la vie, la famille et l'exploitation minière. Il avait appris que la survie nécessitait un engagement absolu, que le confort se gagnait par un travail acharné, que la faiblesse pouvait vous tuer. Ce n'étaient pas des leçons abstraites pour John, c'étaient des outils de survie forgés dans le chagrin et l'isolement. Et lorsque John est devenu grand-père, il a essayé de transmettre ces outils à Parker, parfois, durement, toujours avec exigence, parce que John croyait sincèrement à la dureté et à la détermination. Parker avait parfois pensé que son grand-père ne croyait pas en lui, que les incitations constantes de John signifiaient qu'il était déçu de ce qu'était Parker. Mais assis dans cette cabane tenant la tasse en étain de son grand-père, Parker comprenait que les incitations venaient de l'endroit opposé. John avait absolument cru en Parker, avait vu un potentiel qui terrifiait John parce qu'il savait à quel point le potentiel pouvait être facilement détruit par la mollesse, la tragédie ou l'absence de préparation. Chaque mot dur, chaque norme impossible, chaque fois que John avait dit à Parker de travailler plus dur, c'était la façon dont John essayait de sauver son petit-fils du genre de rupture que John avait lui-même connu. Le choix Parker est retourné à Dominion Creek à la tombée de la nuit de novembre, arrivant tôt dans cette région du Nord. Son équipe l'attendait, préoccupée par leur patron, qui avait disparu pendant une journée entière sans explication. Brennan s'est approché de lui avec précaution, lui demandant si tout allait bien, si Parker voulait parler de ce qui se passait. Parker a secoué la tête, pas encore prêt à partager ce qu'il avait découvert, et s'est retiré dans sa cabine. Cette nuit-là, il a fini de lire le journal, les dernières entrées de la fin octobre et du début novembre de 1946, John a écrit sur sa décision de quitter le Yukon, sur le fait qu'il se sentait prêt à rejoindre le monde qu'il avait fui 7 mois plus tôt. Mais la dernière entrée datée du 2 novembre a révélé quelque chose que Parker n'avait pas prévu. Aujourd'hui, j'ai fait un choix. Je pourrais rester ici, continuer à exploiter les mines, construire ma vie dans cette nature sauvage qui m'a tant apporté. C'est ce que souhaite une partie de moi qui se sent plus en sécurité dans cet isolement qu'elle ne le sera jamais dans la civilisation. Mais je ne fuis plus, je ne me cache plus du chagrin. Je porte Eleanor avec moi, je la porterai toujours, mais je suis aussi prête à revivre. Et je ne peux pas le faire si je reste ici. Alors, je pars n'emportant que mon sac, et la montre d'Eleanor enterrant tout le reste, les lettres, les photos et ce journal, parce que je dois laisser l'histoire s'écrire au lieu de la porter tous les jours. Le Yukon m'a guéri. Maintenant, je dois faire confiance à cette guérison et aller construire la vie qui vient. Parker a fermé le journal et s'est assis en silence, réfléchissant au courage que représentait cette entrée. John s'était vu offrir une échappatoire, un endroit où le chagrin et l'isolement étaient acceptables, où un homme pouvait exister sans se confronter à la complexité désordonnée de la vie émotionnelle. Et John avait choisi de quitter cette sécurité, de se rendre délibérément vulnérable à nouveau, en retournant dans un monde où l'amour et la perte étaient tous deux possibles. Ce choix s'est répercuté sur des décennies. Si John était resté au Yukon dans 1946,
Il n'y aurait pas eu de Nancy, pas d'enfant, pas de Parker. La volonté de John de risquer à nouveau son cœur de croire qu'il pouvait aimer quelqu'un de nouveau sans trahir la mémoire d'Eleanor a créé la lignée familiale qui a conduit Parker dans cette cabane 18 ans plus tard. Parker a pensé à sa propre vie, aux relations qu'il avait évitées ou sabotées, aux murs émotionnels qu'il avait construits et qui reflétaient la dureté de son grand-père. Il avait toujours supposé que sa difficulté avec l'intimité était juste une question de personnalité, juste la façon dont il était câblé. Mais peut-être était-ce un comportement acquis, transmis par un grand-père qui avait été dévasté par l'amour et qui s'était protégé en ne se montrant plus jamais totalement vulnérable, même avec la famille qu'il chérissait. Le lendemain matin, Parker a rappelé sa mère et lui a demandé des nouvelles de Nancy, de ce qu'elle avait été du type de relation qu'elle et John avaient construit. La voix de sa mère s'est réchauffée, partageant les souvenirs d'un mariage solide, à défaut d'être follement passionné, fondé sur le respect mutuel, un objectif partagé et le type d'affection confortable qui s'approfondit au fil des décennies. Ton grand-père l'aimait, dit fermement la mère de Parker, pas de la même manière qu'il a probablement aimé sa première fiancée, cet amour jeune idéaliste tout ou rien, mais profondément, authentiquement. Il a choisi de construire une vie avec elle chaque jour. Et je pense que ce genre de choix, cet engagement, même après avoir su à quel point l'amour peut blesser, est en fait plus puissant que l'amour facile de la jeunesse. Parker sentit quelque chose changer dans sa compréhension. John ne s'était pas contenté de Nancy et n'avait pas trahi Eleanor en épousant quelqu'un d'autre. Il avait fait le choix le plus difficile, celui d'aimer à nouveau, malgré sa connaissance intime de la perte, de fonder une famille, malgré sa compréhension de la fragilité du bonheur, de risquer son cœur encore et encore, parce que l'alternative était l'isolement qu'il avait fui au Yukon. Et lorsque John est finalement retourné au Yukon dans les années 1970, ce n'était pas en tant que jeune homme brisé, fuyant le chagrin, mais en tant que grand-père initiant son petit-fils adolescent à l'exploitation minière, partageant un paysage qu'il avait sauvé des décennies plus tôt, transmettant des leçons sur la résilience et la détermination que John avait apprises de la manière la plus difficile qui soit. Parker se rend compte que chaque moment passé avec son grand-père, chaque critique sévère, chaque norme impossible et chaque rare mot d'éloge a été façonné par le voyage de John dans le 1946. La dureté de son grand-père n'était pas de la cruauté ou de la déception, c'était de l'amour exprimé par quelqu'un qui avait été brisé et reconstruit et qui voulait désespérément empêcher cette rupture chez les personnes qu'il aimait. Un héritage redéfini. La saison minière s'est terminée 3 jours après le retour de Parker de Honker Creek. Le temps est devenu brutal, apportant le genre de froid qui fait éclater l'équipement et geler la peau exposée en quelques minutes. Parker et son équipe ont arrêté les opérations sécurisées le site pour l'hiver et se sont préparés à quitter Dominion Creek jusqu'à ce que le printemps leur permette d'y retourner. Mais avant de partir, Parker a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a organisé une réunion d'équipe et leur a tout raconté, la découverte de la boîte, l'histoire secrète de son grand-père, la cabane, et les lettres, et le jeune homme qui était venu au Yukon brisé et en était reparti entier. Son équipe l'a écouté en silence, voyant leur patron acharné vulnérable comme ils ne l'avaient jamais vu, comprenant que ce qu'ils avaient trouvé dans le pergélisol avait plus de valeur que n'importe quel gisement d'or. Brennan a posé la question à laquelle tout le monde pensait « Qu'allez-vous faire de tout cela ?» Les lettres, les photos, l'histoire. Parker s'était débattu avec cette question pendant des jours. Une partie de lui voulait garder le secret pour protéger la mémoire de son grand-père et l'intimité de la famille. Mais une autre partie a compris que l'histoire avait une valeur au-delà de son chagrin personnel et de sa révélation. « Je vais la partager », a finalement déclaré Parker. Pas tout, pas les détails les plus intimes, mais l'histoire principale, celle de la perte et de la guérison et du courage qu'il faut pour aimer à nouveau après avoir été détruit. Parce que je pense que c'est une histoire que les gens ont besoin d'entendre. Je pense que mon grand-père voudrait qu'elle soit racontée, même s'il a passé sa vie à ne pas la raconter lui-même. La décision d'inclure la découverte dans Gold Rush a été plus difficile à prendre. La série avait suivi Parker pendant 15 saisons, avait documenté son parcours d'enfant travaillant pour son grand-père à l'un des jeunes mineurs les plus prospères du Yukon. Mais la série se concentrait sur l'exploitation minière, la production d'or, l'équipement et la dynamique de l'équipe. Cette découverte était profondément personnelle, potentiellement trop intime pour la télévision.
Parker en a discuté avec les producteurs et a finalement accepté une séquence spéciale qui traiterait l'histoire avec le respect qu'elle mérite sans sensationnaliser le chagrin ou exploiter la douleur de son grand-père, mais en explorant honnêtement comment la découverte de cette histoire cachée avait changé la compréhension que Parker avait de lui-même et de sa famille. Lorsque la séquence de 2024, a été diffusée en décembre, la réaction a été massive. Les téléspectateurs qui avaient suivi Parker pendant des années, qu'il avait vu dur et parfois distant sur le plan émotionnel, ont tendu la main pour partager leurs propres histoires de chagrin, héritées d'apprentissage de dures vérités sur des membres de la famille qu'ils pensaient connaître parfaitement de découvertes, que les personnes qui les ont façonnées étaient plus compliquées et plus humaines qu'ils ne l'avaient compris. Parker a reçu des centaines de messages de personnes qui avaient perdu des êtres chers, qui se débattaient avec la question de savoir comment aimer à nouveau après la dévastation qui se sentait encouragée par l'histoire de John Schnabel qui a survécu et s'est finalement épanoui. La découverte qui avait commencé par être purement personnelle s'est transformée en quelque chose de plus grand, un rappel que tout le monde a des histoires cachées, que la force vient souvent de la survie à une douleur insupportable, et que le courage d'être vulnérable après avoir été brisé est la forme de bravoure la plus puissante. Pour Parker, lui-même, la découverte a fondamentalement changé sa façon d'aborder l'exploitation minière et la vie. Il travaille toujours avec l'intensité et la détermination que son grand-père lui a inculquées, mais avec une nouvelle compréhension de l'origine de cette motivation. Il continuait à se pousser lui et son équipe, mais en étant plus conscient de la différence entre un défi productif et une dureté destructrice. Et dans sa vie personnelle, il a commencé à abaisser les murs qu'il avait construits, à se permettre d'être vulnérable d'une manière qui le terrifiait, mais qui lui semblait nécessaire. Son grand-père lui avait appris à être dur, mais les lettres de 1946 lui ont enseigné quelque chose que John n'avait jamais dit explicitement, à savoir que la véritable force inclut le courage de risquer son cœur, même quand on sait intimement à quel point il peut être brisé. Parker a conservé la boîte métallique, les lettres, les photographies et la tasse en fer blanc de Hunker Creek. Elle trône sur une étagère dans sa cabane, souvenir physique du grand-père qu'il croyait connaître et du jeune homme qu'il n'avait jamais rencontré, relié par 78 ans de pergélisol qui a préservé ce qui aurait dû être perdu. Et chaque fois que Parker les regardait, il se rappelait qu'il était le produit d'une tragédie et d'une survie d'une perte et d'une guérison d'un jeune homme qui est arrivé au Yukon brisé et qui en est reparti suffisamment entier pour éventuellement créer la famille qui a mené à Parker lui-même. L'or finira par s'épuiser à Dominion Creek. C'est la nature même de l'exploitation minière, trouver ce qu'il y a et l'extraire jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais l'héritage que Parker a découvert dans le pergélisol, l'histoire de la résilience et de la rédemption, qui explique tant de choses sur qui il était et d'où il venait, c'est quelque chose qui ne s'épuisera jamais. C'est le véritable trésor que son grand-père a laissé derrière lui, non pas l'or que Parker a appris à extraire, mais l'exemple d'un homme qui a survécu à l'insurvable et a choisi d'aimer à nouveau. Ce que Parker Schnabel a trouvé sous le permafrost n'était pas de l'or. C'était le cœur de son grand-père préservé pendant 78 ans, attendant d'être découvert par le petit-fils qui avait besoin de comprendre d'où lui venait sa propre dureté. Les lettres de 1946 ont révélé que la force n'est pas l'absence de rupture, c'est ce que vous construisez après avoir été brisé. Et parfois, la chose la plus précieuse que vous puissiez extraire est la vérité sur les personnes qui vous ont façonné.